Bien, je reprends mon récit sur ma jeunesse. Je crois que quand je me suis arrêté, euh, je vous disais que j'intégrais le lycée Voltaire, un tout autre quartier, qui était un quartier beaucoup plus populaire que le quartier intellectuel du Luxembourg. Là, on était dans un quartier populaire qui grouillait d'artisans dans tous les domaines. Euh, donc c'était un lycée renommé, euh, avec d'excellents professeurs, où j'ai pris du plaisir à la fois à faire mes études et à profiter de cette période privilégiée, euh, où on découvre la vie, que j'ai découvert Paris, et puis me constituer, construire, étoffer ce que je suis devenu, ma culture générale de la vie, ma connaissance assez chouette de Paris, de ses ressources, de ses lieux insolites. J'étais un curieux qui, j'avoue, était aidé par mes parents qui m'autorisaient à avoir cette vie, et ceci du fait que je ne dépassais jamais les bornes et j'étais absolument respectueux des directives que me donnait maman. Donc tout ça se passait extrêmement bien. Je leur racontais ma vie, ce que j'avais fait, mes connaissances, ce que j'avais appris, ce que j'avais découvert. Et ils en étaient, je le sentais, contents et fiers de mon comportement devant cette découverte de la cité et de la vie. Donc je reprends mon récit. Donc dans les années 60, là, nous sommes en pleine période de la guerre d'Algérie. Et qui tenait une place extrêmement importante dans la vie des Français à l'époque et pesait et apparaissait quel que soit le milieu social, dans toutes les conversations, et qui occasionnait des débats parfois extrêmement vifs, sinon violents, entre les tendances de chacun, et le tout activé en grande partie par deux syndicats que l'on retrouvait dans le monde étudiant. À gauche, l'UNEF, et à droite, ce qu'on appelait la NEF, avec parfois des rencontres à coller, des affiches à se taper dessus. Enfin, c'est très vivant. C'était un peu sanguin par moments. Donc dans tous les coins, comme je vous dis, dans les cafés, dans les familles, on parlait politique. Mais on ressentait dans la nation, avec cette histoire, des tensions. Alors pour moi, qui suivais mes études, mon petit bonhomme de chemin, j'ai jamais été très engagé dans la sphère politique, et je n'ai jamais été d'ailleurs, en tant qu'étudiant, syndiqué. Ma vie était scolaire, mais c'était également un tremplin pour découvrir Paris. Donc cette ville de Paris est une ville que je parcours, que je respire, où je vis.
Alors j'étais très à l'aise parce que je dois vous dire que on m'a autorisé dès l'instant où j'ai su lire. Alors, quand j'étais en cinquième. À l'époque, il n'y avait pas des craintes à tout va comme maintenant. On m'a autorisé à prendre le métro. Comme je savais lire, je pouvais prendre le métro pour aller rendre visite à ma marraine, à ma tante, à parcourir. Alors j'ai pris très tôt, pour aller à un lieu, je prenais seul le métro, et en disant où j'allais, bien sûr, et puis j'allais, et puis je revenais à l'heure. Donc j'ai parcouru très très jeune Paris. Même le week-end, enfin surtout le week-end, dès que j'ai du temps libre, je manque pas d'aller me promener dans Paris et de trouver à la fois de faire des promenades, d'occuper mes soirées et arrivé à un certain âge, une partie de mes nuits dans les boîtes, ce qu'on appelait les boîtes. Alors, je fréquente régulièrement, pour prendre un pot, les grands cafés de Paris, les brasseries, les rues, tous ces lieux de vie. J'étais vraiment très en avance sur mon âge. J'allais dans des lieux très peu coutumiers de voir un jeune adolescent venir. Donc, ce qui me permettait de découvrir des lieux dont on parlait et que j'allais faire connaissance moi-même. Ainsi, j'ai découvert des brasseries, des restaurants. J'ai découvert l'IP à Saint-Germain-des-Prés, où j'allais prendre un pot. C'était une brasserie très renommée, qui existe toujours, une brasserie alsacienne renommée pour sa choucroute, qui se trouve donc à Saint-Germain-des-Prés. Non, c'est à la République. Et qui avait ce signe particulier, c'est que tout le personnel est habillé en costume local. J'allais prendre également un chocolat ou un pot, donc à l'entrée du Luxembourg, à la closerie des Lilas. C'était un endroit très cosy, très ouaté, bon chic, bon genre, avec des fauteuils extrêmement confortables. Je fréquentais également très souvent les halles de Paris. Là, aux halles, il y avait à l'époque, c'était des bistrots pas chers, où j'adorais et j'ai été mangé très tôt, qui se trouvait donc ce qu'on appelait le ventre de Paris, avec donc ces restaurants populaires extrêmement connus, qui étaient connus. Il y avait notamment Pharamond, qui était le spécialiste des tripes. J'ai des tripes chez Pharamond. Il y avait un autre bouillon qui s'appelait le plaid de cochon, où on mangeait les pieds de cochon, donc bien évidemment, mais les oreilles de cochon, enfin tout ce qui touchait au porc, on le mangeait, les pâtés, la charcuterie aux pieds de cochon. Et c'était des lieux qui étaient
extrêmement, qui marchait jour et nuit, qui était fréquenté par les Parisiens en goguette qui venaient finir la nuit après le spectacle dans ces restaurants populaires. Parfois, je me rendais à Montmartre, place du Tertre, en prenant le funiculaire, prenant le funiculaire qui montait la butte. Une fois qu'on était sur la place du Tertre, cette ville changeait de visage. La place était envahie par l'image qu'on avait laissée les peintres de l'époque, les peintres à la date que j'ai connue. Donc il y avait toujours des peintres qui peignaient à peu près les mêmes choses, et également qui s'étaient fait une spécialité dans ce lieu extrêmement fréquenté par les étrangers de croquer le visage, de faire un croquis très expressif et très ressemblant des visiteurs. Cette atmosphère nous permettait donc, comme je disais, une continuité avec les anciens artistes qui avaient fréquenté ces lieux, Toulouse-Lautrec, Suzanne Valadon, Utrillo. Ils ne sont pas là, mais transpiraient une mémoire du lieu que la ville gardait en elle. C'était tout à fait surprenant comme impression et agréable. Qui ouvrait la soif de découvrir les grands artistes peintres et sculpteurs. Donc bien évidemment, à toutes les étapes de mes découvertes, à chaque lieu, je ne manque pas de me rendre dans les bistrots et les marchés, qui sont des lieux où je ressens mieux la vie d'un quartier, d'une ville. Et j'ai toujours continué toute ma vie, dès que j'arrive dans quelque part que je ne connais pas, je cherche un bistrot et je vais au marché. Voilà. Alors, durant toutes ces années d'études secondaires, j'étais un membre assidu des clubs de jazz. C'était la grande période où le jazz, notamment de la Nouvelle-Orléans, sous l'impulsion de l'artiste de l'époque, à savoir Sidney Bechet, Claude Luther, Maxime Saury, Claude Bolling, qui écumait tout Paris et toutes les boîtes. Et d'ailleurs, à l'époque, ce qui était flagrant, c'est-à-dire, on pouvait aller dans ces clubs-là, on ne payait pas d'entrée, on s'asseyait, on prenait une limonade, on prenait un truc à boire, et c'est tout, on ne vous demandait rien, donc on n'avait pas besoin de budget extraordinaire pour aller dans ces lieux. Donc, un de mes lieux privilégiés, c'était le caveau de la Huchette, qui se trouvait dans le quartier Saint-Michel. Alors on descendait c'était dans une cave, donc magnifique lieu, on descendait par un escalier en pierre étroit, et on rentrait dans cette cave voûtée, enfumée comme on voyait à peine, et alors dans le fond, il y avait ces petits orchestres avec des musiciens extraordinaires. Il y en a un autre que je fréquente, un lieu qui s'appelait les Trois Maillets, dont le jazz est donc une langue musicale qui me touche. Je ne suis pas du tout musicologue, je n'y connais rien, mais ça a vraiment meublé ma jeunesse, et encore à l'heure actuelle.
j'écoute de la musique de la Nouvelle-Orléans qui malheureusement est passée de mode, qu'on n'entend pratiquement plus sur les ondes. Et là, sur cette musique-là, il y avait une autre passion que j'avais, j'adorais danser. Et je dansais bien, je me sentais bien, j'étais à l'époque souple, j'avais le goût du rythme, et j'avais la sensation de bien me défendre. Donc le jazz a structuré pendant les années minuit, et donc la journée structurait ma vie d'étudiant. Alors il y a un autre endroit dont je garde un souvenir, qui existe toujours, c'était l'Olympia. Donc l'Olympia, qui se trouve entre la Madeleine et l'Opéra, qui existe toujours au même endroit. C'est à cet endroit qu'à l'époque j'étais voir toutes les grandes vedettes. Piaf, Montand, les Platters, qui y sont passés, et tous les crooners américains qui y sont passés également. Et je ne manquais pas un de ces concerts où là aussi les prix étaient complètement ridicules. Alors donc j'appréciais le contraste entre ces salles magnifiques avec des immenses vedettes et l'atmosphère enfumée et intimiste des caves de Saint-Germain-des-Prés. Parallèlement à ma vie d'étudiante, c'est un moment aussi, une vie de rencontre. On faisait des rencontres dans les caves, dans les bistrots. Alors on fumait comme ce qui m'a jamais quitté toute ma vie jusqu'à ce que mon cœur flanche. Alors, à l'époque, ce qui était très à la mode, on buvait un gin tonic. Ça faisait, lorsqu'on prenait un gin tonic, on était in. On était dans le vent. Et puis c'était un peu on voyait apparaître aussi la période il n'y avait pas de soda, il y avait du coca. Voilà, c'était les boissons privilégiées à l'époque. Alors, ces discussions étaient sans fin, on y passait des heures, on refaisait le monde, on s'engueulait. Alors, à cette époque, c'était l'époque où les filles portaient des jupes extrêmement courtes, dans un tissu à carreaux de Vichy que Brigitte Bardot avait lancé sur le marché, et tout le monde s'invitait. Il y avait en Brigitte Bardot, et elle se peignait, la plupart des filles se faisaient décolorer blondes comme Brigitte Bardot avec des gros chignons à l'époque. Je trouvais pas ça de très bon goût. Alors on dansait, le rock ou sur le jazz, et puis comme bien entendu, on draguait. Ça faisait partie du plaisir de ces soirées. Et puis quand on se connaissait un peu mieux, on nouait une relation et on se retrouvait dans ce qu'on appelait à l'époque des surprises parties. Alors on allait chez quelqu'un, on amenait de la boisson, on amenait ses disques, et puis toute la soirée, la nuit, et ben on dansait, et puis on flirtait. Ben voilà, c'était l'équilibre de la vie. C'était très agréable. Et puis, je fréquentais les monuments de Paris. Je parcourais Paris, j'allais souvent, j'avais été
aux Invalides, voir le musée. J'allais à l'entrée du bois de Boulogne, il y avait, bois de Vincennes, il y avait le musée des colonies, où il y avait le palais de la découverte qui avait ouvert à cette époque-là aussi. Il y avait le musée des arts et métiers qui était pas loin de la place de la République, où il y avait toutes les vieilles machines. Donc tout ça, j'y passais du temps, je découvrais des choses. J'avais pas une vie passive, j'avais une vie extrêmement active dans la cité. Et puis j'allais également dans le quartier au pied de Montmartre, il y avait près de la place Clichy. Il y avait le plus grand cinéma qui a été détruit depuis, le plus grand cinéma d'Europe, qui s'appelait le Gaumont Palace. Alors, la caractéristique, d'abord, c'était immense. Il y avait des fauteuils d'un confort sans nom. Et la caractéristique, c'est qu'à l'entracte, sur la scène, sortait de la scène un orgue. Et là, il y avait un organiste qui donnait un concert pendant l'entracte et les pubs, avant que le film recommence. Il en était de même d'un autre très grand cinéma, qui était sur les grands boulevards, qui était un cinéma qui existe toujours, qui était une construction à l'époque de l'art moderne, une superbe scène, qui s'appelait donc le Rex. Et lui, à l'entracte, c'était sur la scène, qui sortait de la scène des jets d'eau colorés et des effets de lumière sur les murs. C'était très, très imposant et très beau. Donc à l'époque, la soirée au cinéma était beaucoup plus complet, c'était presque une pièce de théâtre. Il y avait une atmosphère, une dimension théâtrale. Alors, lorsque j'allais au Gaumont Palace, à la sortie, il y avait une immense brasserie qui était renommée dans tout Paris pour ses huîtres. C'était chez Vepler. Il y avait tout ce qu'on voulait de toutes les régions des huîtres, avec, je ne sais pas, au moins une dizaine de gars qui ouvraient des huîtres à une vitesse. On leur demandait une douzaine d'huîtres, c'était fait dans les 3 minutes qui suivaient, c'était assez affolant à voir. Et puis il y avait un autre endroit privilégié que j'aimais bien aller, c'était à la Villette. Alors à la Villette, à l'époque, c'est là qu'étaient les abattoirs. Donc en face des abattoirs, il y avait un restaurant, pareil, un genre de bouillon, qui était fréquenté par les chevillards, c'est-à-dire les gars qui travaillaient à l'abattoir, qui venaient dans ce bistrot, comme une autre à côté d'ailleurs, avec leur tenue blanche ensanglantée où ils avaient tué toute la journée, c'était dégueulasse. Alors ils venaient là, bien sûr pour boire le coup, et en même temps ils amenaient avec eux des morceaux de viande, afin que le restaurateur, là, et il y avait en permanence, jour et nuit, des immenses fétous où il y avait du pot-au-feu. Et on pouvait arriver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il y avait toujours du pot-au-feu, du bouillon qui, à force de chauffer, d'accumuler le tout, c'était un vrai délice, d'une qualité sans nom. Donc ils amenaient ça pour peut-être pas payer leur consommation, les chevillards, ils apportent aux gars de la viande qu'ils faisaient cuire, et eux, ils avaient le droit de manger le pot-au-feu quand ils voulaient, j'en sais rien. Il y avait sûrement une petite combine là. En tout cas, pour les clients, c'était... Tu rentrais là-dedans, ça sentait bon le pot-au-feu, c'était incroyable, le bœuf couronné. Et donc, c'était des choses qui ont disparu, et que j'avais découvert à l'époque. Alors, je n'ai pas traversé le monde entier
simplement à Paris et à l'école, mais cette connaissance m'est venue également de ce que m'ont appris les gens, ce que m'ont appris les lieux, ce que m'ont appris les odeurs des lieux, les sons de la musique, l'ambiance des nuits, les discussions sans fin et des silences. Ça faisait du bien, c'était dense, c'était très plaisant. Alors donc cette jeunesse de liberté, que je considère, m'a offert une chose essentielle, c'est la mémoire du réel, mais vécu. Non pas à travers des livres, mais qu'est-ce que ça, je l'ai vécu. Donc c'est ancré en moi, c'est d'une stabilité rare, j'ai des souvenirs visuels, olfactifs, le son, j'ai encore tout ça dans les oreilles parce que je l'ai vécu. Et je dois dire que les rues, les bistrots, la musique, les spectacles, le travail, les rencontres et tout m'ont beaucoup marqué. Mais également, cette jeunesse m'a permis d'élaborer à la fois ma mémoire, mais ma manière de vivre. Et de regarder le monde. Et de la capacité à vivre avec les autres de la manière dont je suis, en gardant profondément ma personnalité. Ces acquis là, de la vie, ces expériences, effectivement, m'ont servi après dans ma vie. Ainsi, je me souviens, quand j'ai été recruté par Jules Coulon, vous savez, mon PDG, là, celui qui est resté mon ami, là, qui cherchait un collaborateur pour reprendre ses imprimeries. C'est là que je me suis retrouvé à la tête de l'imprimerie à Alençon. Lors de l'entretien pour mon recrutement, on a été déjeuner ensemble, il m'a invité autour d'une table. Il avait raison, parce que c'est vraiment un endroit où on découvre parfaitement les gens. Et à aucun moment j'ai constaté, il m'a parlé de mes diplômes, de ce que je savais faire, de comptabilité, d'histoire de marché, du marketing, pas du tout. On a parlé de quoi? De la Normandie, de la bouffe, de Paris, de la vie de tous les jours. Et là, il a été, à vrai dire, il a été bluffé. Il était un peu plus âgé que moi, il avait du vécu. Tout à fait surpris de mes connaissances dans ce domaine de la vie de tous les jours. Ah. Et ma connaissance du vécu. Alors bien sûr, il y a eu un autre élément favorable, c'est qu'il était normand, alors ça tombait très bien, que je tombe sur lui. Donc, c'est l'ensemble de ces souvenirs de jeunesse qui ont fait basculer, il me le dit après, dans la réponse positive que j'ai eue pour que je devienne son collaborateur, qu'il ait fait ce qu'il a fait de moi. Bien, alors, pour terminer ça, je tiens à remercier mes parents et Pierre Rosière de m'avoir laissé, de m'avoir aidé à vivre et à découvrir les différentes étapes de ma vie d'adolescent. J'ai eu une jeunesse extrêmement agréable, plaisante, dont je garde un excellent souvenir. Voilà, en quelques mots, je pourrais rentrer un peu plus en détail, ce que j'avais à dire dans les grandes lignes de ma jeunesse.
N'oubliez pas de créer un lien de confiance avec vos enfants et de les laisser découvrir la vie. Quoique c'est à l'époque où nous sommes, les traquenards dans notre vie, dans notre civilisation, sont bien supérieurs à ce qu'elles étaient, la quiétude qu'il y avait de mon temps. Voilà, j'ai passé un bon moment avec vous, puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.